Monde numérique. C'est un astronaute danois qui s'appelle Andreas Mogensen qui est parti sur la Station spatiale internationale l'année dernière avec un casque comme vous le voyez derrière moi, avec du contenu immersif qui lui permettait de rester en connexion avec son Danemark natal. Bonjour Thomas Dexmier. Bonjour Jérôme. Vice-président de HTC. Je dois dire que je suis un peu ému de vous retrouver ici au moment de congrès de vous retrouver bien sûr. Ouais. Parce que c'est ici à Barcelone que j'avais eu la chance, je me souviens, d'être l'un des premiers à tester je pense que c'était le premier casque de réalité virtuelle de HTC. Alors évidemment, ça a beaucoup évolué, hein. C'était de la grosse artillerie. Là, on est sur maintenant des produits beaucoup plus légers et beaucoup plus performants. Malgré tout, HTC n'est plus aussi connu du grand public qu'il a pu l'être à une époque. En gros, que devient HTC aujourd'hui ? En tout cas, aujourd'hui, on est sur Mobile World Congress 2025. HTC, c'est une série de business units. Surtout, le cœur de métier, c'est la réalité virtuelle, avec un gros focus sur les usages entreprises. Et c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression de moins nous voir. D'un côté, grand public, on est toujours là, avec des casques historiques tels que celui que vous avez pu utiliser pour la première fois il y a 6, 7, 8 ans. Le fameux Vive. Le Vive original, qui fait toujours, qui rappelle toujours d'excellents souvenirs. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus compact, et ça permet de faire des utilisations à plus grande échelle sur des zones de tracking qui peuvent aller jusqu'à 1000 m², qui sont énormes, sur laquelle on peut avoir, alors par expérience, jusqu'à 120 utilisateurs en parallèle dans un environnement immersif pour aller se replonger quelques millénaires en arrière et aller visiter l'Égypte ancienne par exemple. Voilà, quelles sont les applications en fait ? Alors les applications qui sont les plus connues du grand public, ça va être tout ce qui touche à l'art, la culture et aux jeux vidéo bien entendu. Mais aujourd'hui, on se rend compte que dans les sujets de transformation digitale, les usages liés à la formation, à la simulation sont bien évidemment dominants dans le secteur. C'est amusant parce que vous êtes même dans l'espace. Alors moi personnellement je ne suis pas allé, mais c'est vrai que j'ai pu participer à ce projet qui était absolument fascinant, qui avait pour vocation justement de valider que la technologie de réalité virtuelle qui marche très bien sur Terre peut aussi marcher dans l'espace. Ça c'était un challenge technologique absolument fascinant, mais le pourquoi c'était comment aujourd'hui on peut utiliser l'immersif pour garantir ou en tout cas améliorer la santé mentale des astronautes. C'est-à-dire que voilà, il y a un astronaute, je ne sais plus. Oui, c'est un astronaute danois qui s'appelle Andreas Mogensen qui est parti sur la Station spatiale internationale l'année dernière avec un casque comme vous le voyez derrière moi, avec du contenu immersif qui lui permettait de rester en connexion avec son Danemark natal, et donc de s'échapper un petit peu de la cabine stérile, bruyante dans laquelle il était bloqué pendant 5 ou 6 mois je crois de mémoire. Et justement l'objectif des expériences sur la Station spatiale internationale, c'est de valider un certain nombre de choses, et là c'était santé mentale, comment l'immersif peut contribuer à améliorer la santé mentale des astronautes, et voilà, les résultats sont plus que convaincants. Et en fait, un instant là-dessus, donc il regardait des films sur le Danemark, ou alors il y avait de la communication ? Alors pas de communication, phase 1, c'était des petites séquences de vidéos à 360 qui lui permettaient de se retrouver sur sa plage locale ou aller faire sa petite balade du dimanche après-midi dans les bois. Ouais, la phase 1.2 on va dire, ça a été de rajouter un effort physique, donc il était connecté avec le casque sur un petit vélo, et ce vélo-là rapportait de la résistance par rapport au contenu qu'il voyait, donc la promenade en VTT n'était pas juste bonne pour l'esprit, c'était aussi bon pour le corps, et donc voilà, on arrive à combiner santé mentale et santé physique. C'est quelque chose qui nous rend très fiers, puisque être associé à ces gros challenges de l'humanité tels que l'exploration de l'espace, c'est absolument fascinant. Alors malgré tout, aujourd'hui vous êtes donc en concurrence avec des poids lourds. On pense surtout à Meta, avec son casque qui n'est pas du tout sur le même positionnement prix, puisque votre dernier casque de réalité virtuelle, lui, est très cher, il coûte 1 200 €. Pourquoi ce positionnement et à qui ça s'adresse ? Alors la stratégie et le business model entre les différents acteurs aujourd'hui de la réalité virtuelle est fondamentalement différent. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a aucune affiliation à un réseau social quel qu'il soit. Donc on ne subventionne pas
nos casques, ce qui veut dire qu'aujourd'hui le prix d'un casque est essentiellement lié autour des composants donc qui sont dedans. Vous voulez dire que c'est son prix réel? C'est le prix réel, voilà. On peut le dire comme ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que par rapport au casque de PC VR que vous avez pu utiliser il y a quelques années, aujourd'hui tout est condensé dans cette petite boîte que vous avez devant les yeux. Et donc dedans, il y a il y a du graphisme, il y a du processeur, il y a de la batterie, il y a voilà, de la technologie qui est absolument fascinante. Et aujourd'hui, la subvention des casques, c'est pas quelque chose que nous on souhaite faire. Ça correspond pas à notre business model. Notre business model, c'est plus d'aller ajouter des services qui vont permettre aux entreprises d'avoir un usage commercial, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, que ce soit de la formation à grande échelle, tout en restant assez ouvert au niveau de l'écosystème pour permettre de faire des choses telles que de la simulation, par exemple, d'entraînement de pompiers, en intégrant des vrais extincteurs, des vrais masques à oxygène, et justement en ayant ce réalisme voilà, dans l'immersion, pour qu'ils puissent s'entraîner sans risque, à un coût moindre, pour que le jour où ils ont besoin d'aller sur le terrain, ils soient bien plus aptes à s'adapter à la situation, que ce soit par rapport au geste ou par rapport justement au mental, puisqu'on sait très bien qu'il y a une énorme corrélation entre ce que les gens peuvent voir et ce à quoi ils s'exposent dans un environnement immersif et ce qu'ils vont pouvoir répliquer dans la vie réelle. Mais du point de vue justement de vos clients, des entreprises, qu'est-ce qui justifie de faire le choix d'un HTC Vive aujourd'hui plutôt que d'un Meta Quest 3? Très bonne question. Déjà, on est un acteur historique, on est là depuis le début, on est très prévisible, très stable. On est là depuis les toutes premières heures de la réalité virtuelle et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, HTC et Vive, on est là, on est très actif sur la partie hardware, mais aussi de plus en plus sur la partie software, qui font qu'aujourd'hui, pour intégrer des casques ou une flotte de casques dans un environnement IT qui, en général, chez nos partenaires entreprises, sont assez contraignants en termes de sécurité, de VPN, de certification ISO, de confidentialité des données, que ce soit des données utilisateurs ou des données d'entreprise. Et ben aujourd'hui, HTC est positionné sur ce créneau-là, et c'est ce qui fait la différence fondamentale entre un casque et un système qui est designé pour un usage grand public à la base et ensuite détourné pour un usage entreprise, ou des casques et des solutions qui sont développées uniquement avec des utilisateurs corporate et business en tête. Vous voulez dire que par exemple par rapport à un Meta qui évidemment fait son activité commerciale sur l'exploitation des données personnelles, ou même par rapport à des concurrents chinois pour d'autres raisons, vous inspirez plus de confiance? C'est ce qu'en tout cas on essaye effectivement de faire sur le marché, et ça passe par un certain nombre de certifications, ça passe par une compréhension aussi fondamentale des besoins de nos clients entreprises. Et ça passe par une définition des solutions et des solutions, que ce soit hardware ou logiciel, qui sont en phase avec leurs attentes, pour pouvoir justement accélérer l'adoption de la XR dans le milieu du corporate, parce qu'aujourd'hui on en est encore qu'au début. C'est les balbutiements, et c'est beaucoup les gens ils vont petit à petit, pas à pas, et on commence à voir des beaux déploiements avec des flottes de casques qui sont conséquentes. Pas oublier que le Focus 3, qui est le premier casque qu'on avait lancé uniquement pour l'entreprise en 2021, là on arrive à un peu plus de 3 ans d'utilisation, donc les entreprises commencent à renouveler leur flotte, et donc voilà, avec tout ça viennent une série de contraintes opérationnelles qu'on apprend avec eux au quotidien, et on les accompagne justement du mieux possible en comprenant leurs contraintes et en développant des solutions qui répondent à leurs problématiques. Alors c'est vrai que ça a beaucoup évolué technologiquement. En même temps, oui, c'est les balbutiements, mais ça date quand même de 2016 maintenant, ces produits-là. Où est-ce qu'on en est du rêve de produits véritablement ultra légers qui ressemblent à des lunettes, etc. Alors techniquement, c'est des produits qui existent aujourd'hui. Il n'y a pas un form factor qui va correspondre à tous les cas d'usage qu'on peut voir dans la nature. C'est encombrement puissance, quoi, en fait, puissance autonomie. Ça va être essentiellement ça, et voilà, le point c'est aussi l'autonomie. L'autre sujet, c'est à
à quel moment on arrive à faire converger de la réalité virtuelle, donc qui est complètement simulée, avec de la réalité augmentée, qui est plus ce que vous avez l'habitude de voir sur un smartphone. On commence à voir des lunettes connectées, mais pour lesquelles les usages sont pas encore très clairement définis, et avec des grosses problématiques de données privées et de respect de la confidentialité, qui sont des sujets sur lesquels on planche tous. Penser à Meta Orion, etc. Ou en tout cas on en a vu d'autres avant et on en verra d'autres après, ça c'est certain, mais il y a un rôle qu'on a tous à jouer dans cet écosystème-là pour s'assurer que c'est une plateforme qui est safe pour tout le monde. Et surtout pour laquelle on a des usages qui sont clairement définis. Aujourd'hui, on voit quand même il y a un usage réalité virtuelle qui est très clair, un usage réalité augmentée qui est très clair, et bientôt on va arriver à faire la jonction entre les deux pour avoir ce fameux casque ou cette paire de lunettes qui est celle que vous avez en tête, celle dont vous rêvez tous, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à un moment donné, il va falloir prendre en compte une connectivité réseau qui va permettre d'aller streamer tous ces contenus, et c'est ce que je vous montrerai tout à l'heure avec G-Rains, qui est notre solution de réseau privé 5G, qui va permettre justement enlever tous ces composants hardware du casque tel qu'on le connaît aujourd'hui, mettre tout ça sur le cloud, un cloud qui est sécurisé, qui va permettre d'avoir des facteurs de forme de plus en plus compacts, de plus en plus légers, et donc forcément de plus en plus accessibles pour l'utilisateur, mais aussi au niveau du portefeuille. Merci beaucoup Thomas Dexmier, vice-président HTC. Je vous en prie, merci.